Imaginez cela, vous êtes une jeune fille de 14 ans dans le royaume Tangout, enveloppée dans de la soie que votre mère a tissée elle-même. Le fil porte encore faiblement l'odeur des cuves de teinture. L'air printanier est chargé du parfum des fleurs d'abricotier et de l'haleine humide de la terre après la pluie. Depuis les hautes murailles du palais, vous observez les caravanes serpenter à travers le col montagneux lointain. Les bannières vives claquent au vent. Le tintement des cloches de chameaux flotte faiblement dans la brise. Votre père dit que les marchands apporteront la prospérité. Votre mère fredonne en tressant vos cheveux. Chaque traction vous ancre dans un monde qui semble inaltérablement sûr. Puis le sol commence à trembler. Pas à cause du tonnerre, pas à cause d'un tremblement de terre, à cause de milliers de sabots frappant à l'unisson, comme si la terre elle-même avait acquis un battement de cœur. La poussière s'élève à l'horizon comme une seconde aube, obscurcissant le soleil. Les gardes se raidissent sur les remparts, l'air change. Il devient âcre, métallique, imprégné d'une faible odeur de fer et de sueur. Vous ne savez pas encore ce que cela signifie, mais les femmes autour de vous se taisent. Les Mongols sont arrivés. Ils ne mettront pas le feu au palais. Ils ne prennent pas d'assaut le trésor. Ils avancent comme une marée avec un seul objectif. Les femmes, toutes, des nobles dames aux servantes de cuisine, sont arrachées aux couloirs, aux jardins et aux cuisines, rassemblées dans la grande cour comme du bétail destiné à l'abattoir. L'air se remplit du bruit des pleurs et du froissement de la soie contre la pierre. Vous êtes forcé de vous déshabiller, le froid mordant votre peau tandis que des hommes au visage impassible défilent entre les rangs. Ils parlent une langue que vous ne comprenez pas, mais les gestes sont universels. Une main soulève un menton, des doigts effleurent une mâchoire, des têtes hochent ou secouent. Des rouleaux sont déroulés, des marques sont faites. Ce n'est pas le chaos, c'est une sélection, un classement. Un homme brandit une tablette de bois, et bien que vous ne puissiez pas lire les symboles, vous comprenez instinctivement. Ce nombre est votre destin. La courbe de votre pommette peut signifier la vie dans une tente gardée ou une mort lente quelque part au loin. C'est ce jour-là que vous apprenez la vérité. Gengis Khan ne conquiert pas seulement avec l'épée, il conquiert avec les corps des vaincus. Et ce soir, vous serez emmené dans son camp avec des dizaines d'autres. Vous ne reviendrez pas la même personne, car ici votre corps ne vous appartient plus. Il appartient à l'homme qui construit la machine la plus terrifiante de domination sexuelle que le monde ait jamais vue. Avant d'entrer dans cette machine, remontons le temps, car avant de devenir Gengis Khan, il était encore Temujin, un jeune homme avec une épouse choisie non pour la politique, mais par amour. Elle s'appelait Burt. Selon les traditions de la steppe, leur tente nuptiale était un sol sacré, le lieu de naissance d'un nouveau foyer, un vœu tissé entre deux clans. Mais une nuit, cette tente devint une scène de crime. La tribu des Merkites, ennemie du père de Temujin, attaqua sous le couvert de l'obscurité. Ils maîtrisèrent ses gardes, le ligotèrent et emportèrent Burt dans les ténèbres. Elle disparut pendant 8 longs mois. Quand Temujin parvint enfin à la racheter, elle était enceinte. L'enfant qu'elle mit au monde, Jochi, était une question gravée dans la chair. Était-il le fils de Temujin ou celui de son ravisseur? Dans la steppe, la paternité était plus qu'une affaire familiale. C'était la colonne vertébrale de l'honneur, de la légitimité et de l'héritage. Cette incertitude était une blessure que Temujin ne put jamais refermer. Et les blessures ont tendance à s'infecter. Il apprit que perdre une femme signifiait perdre la face, que l'humiliation exigeait un remboursement non seulement en sang, mais en chair. L'enlèvement de Burt devint le modèle. Ce qui lui était arrivé, il le multiplierait désormais à l'échelle de nations entières pour transformer la souffrance d'une femme en un système. Il avait besoin de plus que de la rage, il avait besoin de politique. Et dans les guerres à venir, Gengis Khan ferait en sorte que la violence sexuelle ne soit pas un simple sous-produit de la conquête, elle en serait le but. Lorsque la plupart des armées de l'histoire prenaient des femmes pendant la guerre, c'était le chaos. Les spoils de soldats ivres de victoire, incoordonnés, non planifiés. Mais pour Temujin, qui se transformait en Gengis Khan, ce qui était arrivé à Burt n'était pas un crime isolé, mais une leçon de contrôle.
Dans l'esprit mongol, posséder les femmes d'un rival revenait à posséder son avenir. Une épouse était plus qu'une compagne. Elle était la porteuse de la lignée, le réceptacle du sang de son peuple. Et dans les vastes steppes, la lignée était le pouvoir. L'humiliation d'avoir ces femmes enlevées était une cicatrice qui survivait à la bataille. Un rappel à tous les survivants que leur tribu avait été brisée de l'intérieur. Gengis Khan prit cette humiliation, sa propre humiliation, et en fit une arme. Désormais, quand les Mongols pénétraient dans un nouveau territoire, la violation sexuelle n'était plus un accident de guerre. C'était un signal, un acte délibéré ordonné d'en haut, un sceau de domination. Si une tribu se rendait rapidement, ces hommes pouvaient être épargnés un temps. Si elle résistait, la mort était certaine pour les hommes, mais la survie pour les femmes, une survie d'un autre genre. Elles étaient ces prises vivantes, non pour rançon, mais pour une dégradation ritualisée. Ce n'était pas le chaos du pillage indiscipliné, c'était une politique. Le message était aussi tranchant qu'une flèche. Vos corps sont miens, et votre lignée s'arrête ici. Les chroniques, tant mongoles qu'étrangères, le rapportent clairement. Fille de chef, veuve de guerriers tombés, même fille n'ayant pas encore atteint l'âge de procréer, aucune n'était exemptée. Être violée par le khan ou par ces hommes choisis n'était pas seulement un acte de violence, c'était une cérémonie de possession, une marque brûlée non sur la peau, mais dans la mémoire d'un peuple. Et Gengis Khan comprenait quelque chose que la plupart des souverains manquaient. Une épée peut tuer un homme, mais seul l'utérus peut effacer un peuple. En plaçant la semence mongole dans des femmes étrangères, il implantait sa lignée à l'intérieur de l'ennemi, s'assurant qu'aucune lignée pure de cette tribu ne survive à une autre génération. Ce n'était pas seulement de la cruauté, c'était un génocide au ralenti, une arme qui durait plus longtemps que les batailles, les sièges, même que la vie du khan lui-même. Mais même une arme pareille pouvait être aiguisée. Les Mongols étaient maîtres de l'efficacité, des formations militaires aux réseaux postaux. Et dans l'esprit de Gengis Khan, il n'y avait aucune raison pour que les femmes ne soient pas organisées, cataloguées et attribuées avec la même précision que les chevaux ou les armes. C'est alors qu'il commença à construire quelque chose que le monde n'avait jamais vu, un système à 100 points pour les corps humains. Ce n'était pas de la luxure, c'était de la logistique. Gengis Khan comprenait que même dans l'atrocité, le désordre était du gaspillage, le chaos dilapidait les ressources, l'efficacité prolongeait le pouvoir. Si la domination sexuelle devait être une arme, elle devait être mesurée, triée et distribuée avec la même discipline que le grain ou les flèches. Il créa donc le système à 100 points, un tableau de bord bureaucratique glacial pour les êtres humains. Chaque femme capturée, de la princesse à la fille de berger, était examinée. Sa virginité était notée, sa symétrie faciale jugée, la douceur de sa peau, la longueur et l'épaisseur de ses cheveux, même son ascendance, tout devenait variable dans une formule. L'évaluation était réalisée par des officiers de confiance ou des eunuques. Des hommes dont le travail n'était pas le plaisir mais la catégorisation. Les chiffres étaient inscrits sur des tablettes de cire ou des rouleaux. Une seule marque décidait du destin entier d'une femme. Celle qui obtenait 90 points ou plus était intégrée au harem personnel du khan, une prison opulente et gardée. Elle vivait dans des palais de feutre drapés de soie, servis de mets délicats venus des terres conquises, mais elles appartenaient entièrement à lui en tant que possession, non en tant que personne. Les scores entre 70 et 89 étaient offertes en cadeau à des généraux, gouverneurs ou envoyés étrangers. Ces femmes devenaient des jetons vivants de loyauté, des pions dans le réseau diplomatique mongol. Les scores inférieurs à 60 étaient envoyés au bordel de l'ordo. Rotation épuisante au service des soldats ordinaires, parfois des dizaines en une seule journée. L'espérance de vie y était mesurable en mois. C'était une arithmétique impitoyable. L'épouse d'un soldat pouvait être épargnée du pire parce qu'elle avait obtenu 72 points. Une autre femme avec 58 points
pouvaient être usés jusqu'à la mort avant que la saison ne tourne. Le système retirait toute prétention de romance ou d'impulsion. Ce n'était pas une question de qui attirait l'œil du Khan. C'était une question de contrôle. Transformer le désir en données et les données en domination. Comme toute chaîne d'approvisionnement, ce système de classement nécessitait un réseau de distribution capable de déplacer la marchandise humaine aussi efficacement que les chevaux et les armes. Et les Mongols, maîtres du mouvement, disposaient déjà du squelette parfait pour un tel système. Il s'appelait le Yam, un réseau de relais qui pouvait étendre un empire à travers les continents. Et bientôt, il transporterait plus que des messages. Le Yam était la fierté de l'empire mongol, une chaîne de stations de relais s'étendant sur des milliers de kilomètres. À l'origine, il était conçu pour la vitesse. Les messagers pouvaient chevaucher dur pendant une journée, atteindre une station, échanger leur cheval épuisé contre un frais et repartir en quelques minutes. Des informations qui prenaient des semaines dans d'autres empires pouvaient voyager en jours sous le Khan. Mais quand Gengis Khan regardait le Yam, il y voyait plus qu'un service postal. Il y voyait un tapis roulant. Le même système qui acheminait messages et fournitures pouvait tout aussi facilement transporter des femmes. Et ainsi, à côté des écuries et des casernes, les Mongols commencèrent à construire des maisons de réconfort, des bordels d'État approvisionnés en captives classées selon le système à 100 points. Le placement était stratégique. Les femmes de haut rang restaient piètes près de la capitale ou dans les garnisons d'élite servant officiers et envoyés. Les femmes de bas rang étaient errantes et poussées vers les frontières, cyclées dans des avant-postes reculés où les soldats tournaient aussi souvent que les chevaux. Les chroniqueurs persans et chinois dressent un tableau glaçant. Plus de 50 000 femmes passèrent par ce réseau au plus fort de l'Empire. Leurs déplacements étaient consignés avec une précision militaire. Le nombre d'utilisations qu'elles subissaient, leur cycle menstruel, les grossesses, même la date de leur mort. Dans certaines stations, il y avait des quotas, comme si les femmes étaient à des pointes de flèches ou des sacs de grains. Le non-respect signifiait punition pour les surveillants et souvent pour les femmes elles-mêmes. Les Mongols ne conquéraient pas seulement la terre, ils conquéraient la distance. Et pour une femme captive, la distance était à la fois une prison et une sentence. Un jour, elle pouvait se trouver à l'ombre de Karakorum au service du cercle du Khan. Le mois suivant, elle pouvait être transférée vers les frontières glacées pour servir des hommes dont elle ne connaîtrait jamais les noms jusqu'à ce qu'elle soit jugée trop malade, trop faible ou trop vieille pour valoir le déplacement. C'était l'exploitation sexuelle à l'échelle industrielle. La même brillance logistique qui pouvait déplacer une armée des steppes jusqu'aux portes de Bagdad était désormais appliquée à la forme la plus intime de violence. Et sous toute cette organisation se trouvait un objectif plus profond. Non seulement utiliser ces femmes, mais altérer le sang des nations, car dans la vision de Gengis Khan, l'utérus était un champ de bataille et les enfants qui en naissaient étaient ses conquêtes les plus vraies. Pour Gengis Khan, la victoire ne se mesurait pas seulement en tiété sans forteresse prise ou en ville réduite en cendres. Elle se mesurait à ce qui et qui restait une fois la poussière retombée. Et dans de nombreuses terres conquises, le schéma était le même. D'abord, les hommes en âge de combattre étaient exécutés. Ceux qui pourraient un jour venger leur père, les garçons plus âgés, étaient souvent tués aussi. Seules les femmes et les très jeunes enfants étaient laissés en vie. Mais leur survie n'était jamais une miséricorde. C'était une réaffectation. Ces femmes n'étaient pas seulement destinées à servir de butin, elles devaient être réingénierées en matrices pour l'Empire. Les soldats mongols, sous ordre strict, les imprégnaient. Le but n'était pas aléatoire, c'était le remplacement. La génération suivante née de ces unions serait mongole par le sang et la loyauté. Les lignées masculines autochtones disparaîtraient en une seule génération sans qu'une autre flèche ne soit tirée. La génétique moderne a confirmé l'ampleur de cette politique. Environ un homme sur 200 vivants aujourd'hui, soit environ 16 millions d'individus,
porte un chromosome Y qui peut être tracé directement jusqu'à Gengis Khan. Ce n'est pas l'empreinte génétique de rencontres fortuites ou de romances éparses. C'est le résidu d'une campagne de reproduction délibérée et systématique menée à travers les continents. Pour les femmes, il n'y avait pas d'après. Leurs enfants étaient élevés comme mongols, parlant la langue mongole, pratiquant les coutumes mongoles. Et dans certains cas, ces fils étaient envoyés à la guerre, parfois contre les villages mêmes où leur mère était née. C'était une guerre biologique, sans engin de siège ni catapulte. Une façon de redessiner la carte humaine sans toucher aux frontières. Chaque utérus pris était une frontière franchie. Chaque enfant né était une conquête qui n'apparaîtrait jamais dans les chroniques comme une bataille. Et pourtant, au sein de cette vaste machinerie de domination, il y avait encore celles qui refusaient d'être seulement des numéros, des corps ou des réceptacles. L'une d'elles, une femme connue sous le nom de Gerbal, prendrait place dans la tente même du Khan, et elle n'y entrerait pas en victime. Elle y entrerait avec un poignard. Le royaume Tangout avait résisté aux Mongols pendant des années, tenant bon face à un ennemi qui semblait impossible à arrêter. Mais à la fin, la résistance ne fit que retarder l'inévitable. Quand le royaume tomba, sa maison royale fut détruite. Tous les hommes exécutés, toutes les femmes revendiquées comme butin. Parmi elles se trouvait la princesse Gerbal. Sa beauté, son sang noble et sa jeunesse lui valurent un score presque parfait dans le système de classement du Khan, un 98 points. Ce nombre scella son destin. Elle ne serait pas dispersée vers quelques frontières lointaines. Elle serait placée dans le harem personnel du Khan, le cercle le plus intime du pouvoir et du contrôle. Pour le monde extérieur, c'était considéré comme la forme la plus élevée de survie. La vie dans les palais de feutre du Khan signifiait robe de soie, nourriture raffinée, protection contre la brutalité des soldats. Mais Gerbal comprenait ce que c'était vraiment, une forme plus dorée de captivité. Pendant 3 ans, elle joua le rôle attendu. Elle apprit la langue mongole, non seulement pour obéir, mais pour écouter aux portes. Elle mémorisa les rotations des gardes, les moments où les couloirs étaient le moins surveillés, les habitudes des femmes qui servaient le Khan. Elle devint une ombre dans la cour du Khan, invisible sauf quand elle était convoquée. Son opportunité vint d'une source inattendue, une concubine plus âgée, usée par des années de service, qui lui passa un petit objet pendant un bain commun. C'était un poignard, assez fin pour être caché dans les cheveux, sa lame noircie pour ne pas réfléchir la lumière des torches. Il avait été transmis entre femmes auparavant, chacune trop effrayée ou trop surveillée pour l'utiliser. Gerbal le garda caché, attendant, et puis, par une nuit où le vent hurlait à travers la steppe et où le Khan la fit appeler seule, elle décida que l'attente était finie. Elle releva haut ses cheveux, fixant le poignard à l'intérieur avec des épingles, et marcha dans le froid vers la grande tente de feutre. Les gardes la laissèrent passer sans question. À l'intérieur, l'air était lourd d'odeur de cuir de cheval, de sueur et de résine de pin des torches qui brûlaient. Le Khan était assis sur un divan bas, drapé de fourrure de zibeline, un bol de lait de jument fermenté à la main. Il lui fit signe d'approcher. Elle avança lentement, avec grâce. Chaque pas mesuré, les épingles froides contre son crâne, le poignard un poids secret au-dessus de sa couronne. Quand elle s'agenouilla, il tendit la main vers son visage. Ce fut son moment. D'un mouvement fluide, elle dégagea la lame et la planta, non dans sa poitrine, mais dans son bas-ventre. Le hurlement du Khan fut étouffé par la tempête dehors. Le sang se répandit rapidement sur les fourrures, sombre et luisant. Il chercha une arme qui n'était pas là, mais elle se pencha assez près pour qu'il entende son murmure « pour le Tangout ». Au matin, la tente du Khan fut scellée, son corps fut emporté en silence. Les registres officiels prétendraient qu'il était mort de maladie pendant la campagne. Mais dans le réseau secret des femmes asservies de l'Empire, la vérité voyagea plus vite que n'importe quel cavalier du Yam. Une princesse était entrée dans la tente du Khan et il n'en était jamais ressorti. À la cour mongole, l'histoire n'était pas simplement enregistrée,
Elle était fabriquée. Les chroniqueurs écrivaient ce que les héritiers du Khan voulaient qu'on se souvienne, et ce qu'ils voulaient oublier était enterré profondément. Les rouleaux officiels affirmaient que Gengis Khan était tombé malade en campagne, mourant tranquillement dans sa tente. Il n'y avait aucune mention de Gerbal, aucune mention d'un poignard caché dans ses cheveux, aucun murmure d'une blessure qu'aucun guerrier ne pouvait survivre. Mais en dehors de ces archives gardées, l'histoire vivait. Dans les coins sombres des maisons de réconfort le long du Yam, les femmes se la transmettaient de bouche à oreille. Elles parlaient de la princesse Tangout, qui était entrée seule dans la tente du Khan, de la lame noircie pour ne pas briller, du sang qui avait trempé la fourrure de Zibline à la lueur vacillante des torches. Elle la racontait dans le silence des bains partagés, dans le murmure bas de la nuit, jusqu'à ce qu'elle devienne moins une histoire et plus un talisman. Preuve que même l'homme le plus redouté du monde pouvait saigner. L'élite mongole craignait la légende. Elle tenta de l'éteindre en dispersant les survivantes, en brûlant les registres des harems, en punissant quiconque était surpris à raconter des récits interdits. Mais les légendes sont tenaces. Elles passent les gardes, se cachent dans les berceuses, dans les murmures entre captives, dans le regard entendu d'une femme qui a déjà entendu le nom de Gerbal. Et tandis que l'Empire continuait, les systèmes de classement, les maisons de réconfort, les quotas, quelque chose avait changé. La machine n'était plus intouchable. Quelque part dans un harem ou un avant-poste, chaque homme au pouvoir savait désormais qu'une main de femme pouvait mettre fin même au grand Khan. Aujourd'hui, les scientifiques n'ont pas besoin de rouleaux pour confirmer le passé. Ils le lisent dans la double hélice de l'ADN. À travers de vastes étendues d'Asie, des steppes de Mongolie aux plaines de Perse, une signature unique de chromosome Ikr se répète encore et encore. Elle appartient à Gengis Khan. Environ 16 millions d'hommes vivants la portent. 1 sur chaque 200 sur Terre. Ce n'est pas l'empreinte de la romance, c'est la cicatrice génétique d'un empire qui a utilisé la reproduction comme conquête, l'intimité comme guerre. Chaque marqueur dans cette chaîne d'ADN est un rappel d'une femme qui n'avait pas le choix, d'un enfant né pour effacer la lignée d'un peuple. Et les cicatrices culturelles demeurent aussi. Dans de nombreuses régions autrefois sous domination mongole, les traditions de réclusion féminine, l'obsession de la virginité et la domination masculine rigide remontent à ces siècles de contrôle imposé. Les anthropologues parlent de cicatrices génétiques et culturelles, une ombre de conquête qui survit aux conquérants. L'empire de Gengis Khan s'est fracturé il y a longtemps, mais son monument le plus durable n'est ni une ruine, ni une frontière. Il marche sur la terre dans des corps vivants, des millions d'entre eux, et tout a commencé avec le vol d'une seule épouse dans une tente nuptiale. Le Khan croyait que les femmes étaient à la carte sur laquelle il pouvait dessiner son empire, mesurer, échanger, élever jusqu'à la soumission. Mais à la fin, ce ne fut ni une armée ni un souverain rival qui l'arrêta. Ce fut une femme qui refusa d'être une ligne sur son registre. Le nom de Gerbal n'apparut jamais dans les histoires officielles. Mais chaque fois que son histoire fut murmurée dans l'obscurité, chaque fois que les mots « pour le Tangout » furent soufflés entre femmes, la lame revivait. Nous ne choisissons pas le passé, mais nous pouvons choisir comment le raconter. Et parfois, le raconter avec vérité est la lame la plus tranchante de toutes. Car si un empire de guerre et de viol pouvait être blessé par un seul poignard caché, alors peut-être, seulement peut-être, une histoire peut achever le travail qu'elle a commencé.